Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, pour faire le débrief de cette 47e journée de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier? Tout simplement parce que j'ai un ordinateur qui était... Bon, ça fait depuis 2 ans et demi que je devais réinstaller un disque dur dessus, mon ordinateur de jeu. Ça fait depuis 2 ans et demi que je devais réinstaller un disque dur parce que mon premier disque dur avait complètement pété. Je n'avais pas eu le temps, j'ai eu enfin le temps de remettre un disque dur, mais hier donc j'ai réinstallé Windows. Voilà, Windows 11, depuis le CD d'installation que j'avais eu à l'achat, donc ça a été un petit peu long. Et le temps de réinstaller un petit peu des jeux en sachant qu'il y a des jeux qui n'ont pas voulu marcher, malgré des jeux qui sont sur Steam et des jeux un petit peu engins, Sleeping Dog et Hitman Absolution. Donc voilà, ça a été un petit bordel. C'est toujours un bordel, hein, parce que rien n'est complètement rangé si vous voyez au niveau de mes jambes. Mais bon, aujourd'hui, je me consacre à la chaîne YouTube. Hier, voilà, j'étais plutôt en train de travailler sur cet ordinateur de manière personnelle, mais c'était pas vraiment prévu que je réinstalle hier. Donc, et puis je pensais pas en fait réussir à réinstaller Windows par moi-même. Je m'étais dit, il y a une chance sur 45 pour que ça fonctionne, et en fait, ça a fonctionné par miracle. Donc voilà, j'ai réussi à installer Windows sur un disque dur vierge. Je peux cocher ça maintenant dans mes connaissances en informatique. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Un petit peu long à expliquer. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Comme ça, vous voyez quand il n'y a pas de vidéo, vous voyez également les posts de l'onglet communauté. De cette manière-là, parce que j'avais mis un petit post dans l'onglet communauté. Et puis, vous pourrez voir les vidéos cyclistes. Je vais essayer d'enregistrer cet après-midi, donc j'espère qu'il y en aura peut-être une en ligne ce soir. Il m'en reste 4 des vidéos de top 10 de fin de saison. Les 2 du cyclisme féminin et 2 encore du côté des garçons. On commence tout de suite cette vidéo avec eh bien, ce Vendée Globe et cette situation au niveau des leaders avec un Johan Richoum qui réussit à se relancer de nouveau face à Charlie Dalin. En fait, Charlie Dalin, ça en était mieux sorti à la sortie de l'anticyclone. Donc, il s'était rapproché de Johan Richoum. Mais Johan Richoum a réussi à réaccélérer, notamment avec ce vent portant en ce moment qui est sur les concurrents et qui va pousser un petit peu les concurrents de tête, donc qui ne devrait pas permettre aux concurrents de derrière de revenir. Du côté de Sébastien Simon, par contre, ça va pas être facile d'accrocher ce vent-là, parce que vous voyez qu'il va... Il va certainement avoir peu de temps dans cette dépression, ou soit il faut qu'il cravache extrêmement fort, ce qui risque d'être compliqué avec son bateau qui a un foil en moins. Donc là, il est dans une situation qui n'est pas évidente, mais les concurrents de tête voilà, vont avoir un petit peu de vent portant là encore dans les prochaines heures. Donc là, ça va être très intéressant. Il y aura peut-être une situation de zone de transition ici à gérer. Mais c'est plutôt voilà, des situations très confortables pour ce début de remontée. Du Brésil, voilà, et malgré tout, il va falloir faire attention maintenant, c'est du côté des températures. On est sur 2 bateaux qui sont à cockpit fermé, donc c'est-à-dire des bateaux qui vont peut-être avoir des soucis dans les heures à venir au niveau des températures. On va peut-être dépasser les 40 degrés. En plus, il fait plus chaud potentiellement en janvier, enfin fin décembre, début janvier qu'en novembre quand on y est passé la première fois. Donc ça va peut-être être compliqué au niveau des conditions climatiques, donc il faudra faire attention voilà, pour les hommes de tête parce que certains bateaux, il peut faire extrêmement chaud à l'intérieur des cockpits. Donc Charlie Dalin pour le moment deuxième, voilà de ce classement, donc Sébastien Simon qui est lui qui va essayer de choper ce front, mais ça va être loin d'être évident. Derrière, hop là, pour le moment ça va vite, mais ça va se calmer. Ça va vite pour les concurrents qui passent le Cap Horn. Ils sont 6 pour le moment à avoir passé le Cap Horn. Le dernier c'est Nicolas Lundven. Avec un petit peu de retard sur Thomas Ruyant, on est à peu près 250 000 à peu près de retard, mais ça reste quand même assez serré. Il n'y a pas encore un écart significatif pour lui. Et dans les heures à venir, Thomas Ruyant, il va commencer à buter dans du vent mou. Derrière, ça va continuer à accélérer.
on va dire, donc ça va permettre de revenir. Et du côté de Thomas Ruyant, on devra avoir du vent beaucoup plus mou, mais il va pas falloir trop traîner hein, pour les concurrents de derrière, parce qu'ensuite vous voyez que là, très vite, le terrain devient miné, donc il va falloir réussir à accélérer très vite dans cette zone-là. Assez étroite le long de la zone d'exclusion des glaces pour essayer de choper le maximum de vent tant qu'on peut en avoir, et ensuite ça va se complexifier avec une grosse zone de mou demain, qui devrait commencer demain et s'arrêter après-demain. Donc voilà, pendant 24 ans, on devra avoir pas mal de mou avant de pouvoir récupérer un petit peu de vent autour de Falkland Island. Ça devrait peut-être aider les concurrents derrière Thomas Ruyant cette affaire-là. Et vous voyez que ça va pas être facile pour Bestaven, qui est un petit peu décroché, mais on y reviendra parce qu'il a des petits soucis, Yannick Bestaven. Et ça arrive pas au bon moment parce qu'il va certainement se faire décrocher par ce groupe-là. Malgré tout, il a suffisamment d'avance par rapport au groupe Samantha Davis, Clarisse Kremer, qui eux aussi ont quelques soucis. Donc ça ne devrait pas permettre à ce groupe-là de revenir sur Yannick Bestaven. Mais il va falloir réussir à trouver une solution pour Bestaven, parce que sinon la porte vers le Cap Horn risque de se bloquer un petit peu à certains moments, et là c'est vraiment pas une situation facile pour le vainqueur de la précédente édition. Derrière, vous voyez, on est encore dans du vent fort dans le Pacifique, avec Samantha Davis qui est dans une situation quand même avec pas mal de mer, presque plus de mer que les concurrents du dessous. Moi, elle a dit qu'elle avait été prudente dans sa vacation. Je trouve que c'était quand même pas un super bon choix de monter aussi haut, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de mer dans ce Pacifique. La dépression qui va avancer et qui va se calmer un peu pour eux. Donc ça devrait permettre d'avancer dans des conditions plutôt tranquilles dans les prochaines heures, avec peut-être un Benjamin Dutreux qui va réussir à gagner 2 positions, et ce qui n'était pas forcément sûr il y a quelques heures, donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Donc voilà, une belle satisfaction du côté de Benjamin Dutreux dans les heures à venir. Donc on verra comment ça se passe, mais là voilà, vous voyez que la situation va se calmer dans 24 heures, et ensuite il y aura une nouvelle dépression qui ira les chercher, qui je pense les amènera jusqu'au Cap Horn. Cette dépression-là qui va quitter les concurrents des bateaux à des droite, et surtout Romain Attanasio et Damien Seguin, qui eux vont peut-être encore avoir 2 dépressions avant d'arriver dans le Cap Horn, parce qu'ils ont quand même un schéma de décalage un petit peu, et surtout ils voient quand même les bateaux de derrière revenir. Ils sont pas très loin, hein, les bateaux Jean Le Cam, Alan Roura, Pédoté, Joschke. Ça avance vite toujours pour ces bateaux-là, qui ont des situations qui sont pas mal favorables, et ce qui est un peu plus compliqué pour les bateaux, l'autre catégorie des bateaux à dérive droite, parce qu'à part Jean Le Cam qui est un petit peu sur le monde devant, derrière on est sur du vent qui est pas très rapide, qui est pas très performant, et un début de Pacifique qui est pas beaucoup plus facile que pour Clarisse Kremer. Donc vous voyez que la situation est loin d'être facile avec cette bulle anticyclonique qui va les gêner énormément dans ce début de Pacifique. Pour Oliver Ayres, ça semble un petit peu plus simple, parce qu'il a un peu plus de vent pour le moment, mais lui aussi va être gêné par une zone sans vent, donc il va falloir réussir à la gérer, alors que Antoine Cornic, cette fin d'Indien et début de Pacifique est extrêmement compliqué pour lui, que derrière il y a pas mal de vent pour les concurrents qui vont rentrer dans la Tasmanie, mais j'irai sans avoir non plus des conditions catastrophiques pour Jinkunshu, et surtout pour Amedeo Cousin et Dennis Van Woudenberg. Ça va être des conditions, je dirais pas tranquilles, mais des conditions peut-être intéressantes pour avoir quand même des bonnes moyennes, et pour pas être trop gêné. Donc ça devrait plutôt pas trop mal se passer, parce que vous voyez une dépression qui arrive demain sur eux, et qui pourrait les emmener jusqu'à la Nouvelle-Zélande si elle avance pas trop vite. Donc ça pourrait être pas mal pour ces concurrents-là. Denis Van Woudenberg devrait sortir de cet océan Indien avec pas mal de vitesse, je pense, du côté du concurrent belge. On regarde tout de suite ce qui se passe du côté du trophée Jules Verne. Alors, vous voyez, ils sont pas très loin des hommes de tête du Vendée Globe. Alors, je pensais qu'ils arriveraient à descendre un petit peu plus vite, pour tout vous dire.
Mais vous voyez qu'on n'est pas très loin d'un Johan Richomme, qu'on n'est pas très loin d'un Charlie Dalin pour le moment. Donc en fait, ils vont peut-être se croiser, ce que je pensais n'était pas possible. Eh bien, je me suis peut-être trompé, parce qu'ils vont peut-être réussir à se croiser voilà, avec les concurrents de tête. Pour l'instant, ça va vite. Du côté de Sodebo, parce qu'il est en avance par rapport au record, 180 000 à peu près d'avance par rapport au record, une vitesse rapide sur les dernières heures quand même, avec 658 000, même si c'était pas une très bonne journée, avec du vent qui n'était pas exceptionnel, hein. Si on regarde un petit peu, hop là, il est passé dans du vent qui était assez faible. Il a dû passer plus proche du Brésil que ce qu'avait fait Francis Joyon, mais ça veut dire qu'en fait le décalage sud est plus important que ces 179 000, il y a peut-être plutôt 250 000, parce qu'encore une fois, Francis Joyon est plus proche de la route idéale que Sodebo, donc ça veut dire qu'ils perdent un petit peu de temps, donc ça veut dire qu'ils vont vraiment plus vite que Francis Joyon, parce qu'à la même heure, il avait fait 100 000 de moins, Francis Joyon. Voilà, à l'époque. Et ils ont dit que les conditions de mer étaient vraiment bonnes. C'est-à-dire que c'est de la mer plate, donc le bateau vole énormément. Et Thomas Coville disait que c'est un régal de voler à 30 nœuds avec ces bateaux-là sur une mer plate, parce que c'est vraiment fantastique. Donc on a toujours de l'avance sur le record. On n'a pas de nouvelles du côté de SVR. S'il y a un nouveau départ pour le moment, non, hein, vous voyez sur les cartes, mais s'il y aura une nouvelle tentative du côté de SVR Lazartigue. Eh ben, on regarde les problèmes sur les 24 dernières heures. On va commencer avec Bestaven. Gros problème pour Bestaven. Gros problème pour Yannick Bestaven. Vous voyez, la vitesse n'est pas exceptionnelle si on compare à Justine Métro. Il y a quasiment 200 000 de moins parcourus sur les 24 dernières heures. Pourquoi? Problème de palonnier au niveau du safran du côté de Bestaven. Donc en fait, le palonnier, c'est ce qui relie les deux safrans entre eux. Pour pouvoir donc pivoter. Donc ce palonnier n'est plus fonctionnel. Donc ça veut dire que les safrans ne sont plus véritablement fonctionnels. Donc c'est-à-dire qu'il y a une avarie de barre, hein, tout simplement, pour faire plus simple du côté de Yannick Bestaven. Donc c'est-à-dire que la direction fonctionne plus des masses. Voilà, pour le concurrent de Maître Coq. Donc, pour le moment, réparation du côté de Yannick Bestaven avec son équipe à terre. Mais ça fait perdre beaucoup de temps à Yannick Bestaven et ça se complique énormément pour en rentrer dans le top 5. Déjà qu'il y avait eu ce problème de voile qui avait endommagé légèrement le foil, avec cette voile qui était tombée, ce qui lui avait fait perdre déjà 2 heures. C'est pas une bonne semaine, voilà, pour Yannick Bestaven, cette semaine de Noël, parce que 2 grosses avaries en 5 jours, un truc comme ça fait quand même beaucoup. Là pour le concurrent de Maître Coq 5, mais bon, j'étais presque surpris qu'il n'en ait pas eu beaucoup jusqu'à maintenant, hein. Yannick Bestaven, parce que c'est un bateau qui a eu énormément de soucis de jeunesse depuis sa conception. C'est vrai que ça fait depuis 2 ans qu'il enchaîne un petit peu les pépins sur toutes les courses. C'est un bateau, voilà, qui manque encore de fiabilité. Et par rapport à d'autres bateaux de dernière génération, je pense à Thomas Ruyant, je pense même à Paprec, je pense à Boris Herman, qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes depuis leur création. Lui, c'est un bateau qui a eu quand même pas mal de soucis jusqu'à maintenant du côté de Yannick Bestaven. Donc voilà, problème technique pour le moment, grosse réparation en ce moment. L'avantage pour lui, c'est que derrière, on a aussi des soucis techniques du côté de Clarisse Kremer. Vous voyez, Benjamin Dutrot revient vite sur Clarisse Kremer. Pourquoi Clarisse Kremer fait de l'informatique? Tiens, comme moi hier. Je peux vous dire que c'est pas simple, parce qu'elle a réinstallé un disque dur déjà sur un sol stable avec un ordi, c'est une tour, hein, c'est une tour assez grande, c'est déjà un sacré bordel de réinstaller un disque dur, parce que qui est le con qui a mis des vis de cette taille là quand même sur les ordinateurs, parce que c'est vraiment étroit, c'est vraiment chiant. Hier t'as 2 doigts de perdre la vis pour réinstaller le disque dur. Et donc là, des petits soucis, Clarisse Kremer. Pourquoi? Voie d'eau, ça c'est déjà pas agréable, et en plus voie d'eau pile au niveau de l'informatique. Puis comme elle le disait, c'est un petit peu comme la loi de Murphy, c'est-à-dire que les emmerdes s'enchaînent, les emmerdes, c'est un petit peu comme ça vole un petit peu en escadrille, on va dire en ce moment pour Clarisse Kremer. Elle avait eu des problèmes d'informatique en début de course.
qu'elle n'avait pas annoncé. C'est-à-dire qu'elle avait dû utiliser son ordinateur de secours, son informatique de secours, et ce qui fait que grosso modo, elle a monté en parallèle son informatique de secours et son informatique numéro 1. Sauf que bien entendu, comme les deux étaient allumés, étaient au même endroit, c'est qu'elle n'a pas d'informatique de secours parce que tout a pris l'eau. Donc elle essaye de réparer avec son équipe à terre, sauf que j'ai l'impression que l'informatique, c'est pas forcément sa spécialité à Clarisse Kremer. Et que de toute manière, dans une situation avec de la mer, voilà, il y a une vingtaine de nœuds en moyenne, mais il y a des pics à 30 nœuds avec une mer qui est quand même assez formée, hein, 4-5 mètres. Vu la taille des petites vis au niveau de l'informatique et des petits composants électroniques, je peux vous dire que c'est loin d'être évident. Donc bonne chance pour Clarisse Kremer. Et puis il faudra régler en plus cette boîte d'eau dans les heures à venir, donc ça va être pas mal de bricolage, voilà, pour Clarisse Kremer aujourd'hui. Comme elle disait, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Du côté de Samantha Davis, qui a perdu des positions, alors, avec une trajectoire c'est elle qui est montée le plus nord pour le moment. J'ai pas sûr que c'était l'idée du siècle, voilà, du côté de Samantha Davis, pour tout vous dire. Parce que quand j'ai vu cette trajectoire-là, je me suis dit, j'ai eu du mal à la comprendre. Et on voit qu'elle a perdu quand même pas mal de temps sur une Clarisse Kremer, parce qu'elles étaient quasiment côte à côte. Et maintenant, il y a 200 000, un peu plus, même 250 000 de retard quasiment. Donc c'était pas le choix du siècle, grosso modo pour Samantha Davis. Ils ont enfin compris pourquoi elle avait eu un blackout, Samantha Davis. Parce qu'elle avait eu des blackouts il y a 5-6 jours au moins, ça date au moins d'une semaine. Donc ça veut dire le téléphone, j'allais dire, l'informatique, les ordinateurs complètement HS, voilà, plus d'électricité dans le bateau. Et en fait, c'est pas un problème de batterie, ce qu'on aurait pu croire au départ, voilà, d'une batterie qui s'est un petit peu usée et qui provoque ce genre de soucis. Non, c'est un problème d'alternateur. Donc l'alternateur donc c'est une pièce que vous avez notamment sur les voitures. C'est vrai que quand ça merde, c'est un petit peu le problème. L'alternateur, donc qui permet de recharger les batteries. Et le problème, c'est que cet alternateur, il n'arrive pas à faire de la tension correcte par rapport aux batteries. C'est-à-dire, il fait des pics de tension. Et ces pics de tension provoquent ces blackouts. Parce qu'en fait, tout le système électronique voit qu'il y a un peu trop de tension. Donc, pour éviter de se mettre... En fait, ça fait une sorte de court-jus préventif, quoi. Donc, tout s'éteint pour éviter d'endommager le matériel du côté de Samantha Davis. Et elle a en plus qu'un hydrogénérateur. Parce qu'elle avait eu un problème d'hydrogénérateur avant, donc elle a un souci, c'est qu'elle consomme plus d'essence que prévu. Donc elle est obligée de consommer pas mal d'essence jusqu'à l'Atlantique Sud. Et à l'Atlantique Sud, elle pourra envisager des réparations, parce que c'est des réparations qui vont être assez techniques. Donc elle est obligée de un peu se restreindre aussi, peut-être en électricité, en informatique, de réfléchir un petit peu à tout ce qu'elle fait. Parce que pour le moment, voilà, elle a pas mal de soucis de ce côté-là, mais... C'est vrai que certains diraient, comme Conrad Coleman avec tout son système électrique, sans moteur essence, pour le moment, il n'a pas eu de problème de fiabilité. Et c'est vrai qu'on a quand même quelques concurrents avec ces moteurs à chaque fois qui ont des soucis de fiabilité, parce que comme les moteurs sont peu utilisés et ne servent pas à faire avancer le bateau, mais ne servent qu'à recharger les batteries, bien souvent, ça engendre des soucis de ce côté-là. Donc du côté de Samantha Davis, on continue avec Romain Attanasio, son ancien compagnon. Ils ont même un enfant ensemble, et il y a un reportage qu'a fait Ouest France là-dessus, sur cet enfant qui a désormais 13 ans. Et donc qui explique comment ça se passe d'avoir ses deux parents en mer, parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et lui, il parle, contrairement à l'enfant de Clarisse Kremer, de Tanguy Le Turquet, à part s'il a beaucoup d'avance, cet enfant-là. Voilà, pour voir un petit peu cette période toujours assez atypique de 3 mois sans parents, qui sont complètement en mer. Donc ça, c'est toujours un petit peu atypique. Voilà, du côté de l'enfant de Samantha Davis et de Romain Attanasio. Du côté de Romain Attanasio, problème de tirette de hook. Donc en fait, donc c'est une petite tirette qui permet de déhooker plus facilement. Ça ne fonctionne plus parce que cette tirette s'est cassée, et qu'en plus, il utilise un chariot de secours, de remplacement. Il n'utilise pas son premier chariot, il utilise un deuxième chariot, donc il a mis en course. Voilà, dans certaines
Certains concurrents décident de faire du préventif, donc lui il avait fait du préventif. Voilà, de ce côté-là, au niveau du chariot de grand voile, parce que c'est une pièce qui est quand même très sollicitée. On a vu certains concurrents qui ont eu des problèmes, notamment Antoine Cornic. Et le problème d'un Romain Attanasio, c'est que son deuxième chariot n'a pas de tirette. Enfin, n'a pas de système extérieur pour pouvoir déhooker. C'est-à-dire il n'y a pas de système de secours, voilà, pour expliquer, grosso modo. Il n'y a pas un système de secours. Si vous n'avez pas la tirette, ça ne peut pas marcher facilement. Donc, ce qui fait que il a été obligé de monter un petit peu au mât. Alors, on disait, en fait, c'est pas totalement le mât, c'est à 2 mètres de hauteur, grosso modo. Mais à 2 mètres de hauteur, dans une mer un petit peu défoncée, c'est difficile. Donc voilà, c'était un petit peu technique pour Romain Attanasio. Autre souci, c'est pour Isabelle Dioschke. Isabelle Dioschke, qui s'est reposée hier, pas mal reposée hier, donc ce qui fait que ses moyennes n'étaient pas exceptionnelles. Elle a retrouvé pas mal de vitesse aujourd'hui, Isabelle Dioschke. Elle aussi, elle avait un problème de moteur. Il y avait une pièce qui était grippée au niveau du moteur. Donc c'était loin d'être évident pour Isabelle Dioschke sur MACSF. Ça lui a pris quasiment 2 jours pour réussir à dégripper cette pièce. Parce que c'est vrai que, encore une fois, avec l'eau, l'humidité extérieure, ça a tendance à rouiller un petit peu, cette affaire-là, avec le sel aussi. Et donc, ce qui fait que la rouille, ça permet de bien colmater les pièces entre elles. Et ensuite, c'est bien rouillé et bien collé. Donc, ça permet plus de défaire les vis et ce genre de choses. Et quand vous voulez faire du travail de précision, c'est un petit peu plus compliqué dans ce genre de situation. Donc, voilà, du côté d'Isabelle Dioschke, problème du côté d'une pièce. Voilà, donc il a fallu réparer. 2 derniers soucis encore. On a un problème avec... Damien Seguin, qui a fait une grosse vacation. Alors, c'était lors de la précédente vidéo, mais je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, vous savez, je regarde pas les vidéos du Vendée Globe. Bon, c'est pas pour pas regarder la concurrence, c'est qu'il y a 4 ans, je l'ai regardé, j'apprenais pas grand-chose. Donc, j'essaye d'optimiser un petit peu mon temps. Donc, je ne regarde pas ces vidéos-là. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ce qui fait qu'il y a parfois les interviews, je ne les vois pas. Donc, les interviews des concurrents. Parfois, on peut apprendre des choses intéressantes, notamment sur celle-là avec Damien Seguin. Elle est ressortie sur Ouest France, mais un peu plus tard dans l'après-midi, et moi, j'avais déjà enregistré ma vidéo. Donc, c'est pour ça que certains l'ont vue en direct à ce moment-là et m'ont pu m'en parler dans les commentaires. J'ai pu la regarder ensuite, cette interview de Damien Seguin, qui disait que son Vendée Globe est vraiment pas évident depuis le départ. De toute façon, il en avait déjà parlé au moment du poteau noir, où il avait dit, bon, pour l'instant, j'ai du mal à me mettre dans la course, j'ai du mal à rentrer dedans. Et il dit que c'est toujours le cas, qu'il n'a pas un rythme exceptionnel, déjà parce que il s'est fait quand même une grosse frayeur avec son bateau il y a une dizaine de jours quand il avait subi une blessure, que deuxièmement le bateau n'est pas à 100% de ses capacités. Voilà, il y a quelques petits trucs qui déconnent, donc ce qui fait que le bateau n'est pas à 100%. Et aussi il sait qu'il ne peut pas aller chercher les meilleurs avec son bateau. Il sait qu'il est en retrait en termes de performance, donc il ne se fie pas forcément aux autres concurrents, il essaie de faire sa propre course. Mais c'est vrai que le fait d'être seul aussi, quasiment depuis le départ, c'est-à-dire que ça fait partie des concurrents qui se sont toujours retrouvés entre 2 groupes, qui ont rarement été avec du monde autour de lui. Surtout parce qu'il avait pris une trajectoire très nord dans l'Indien et que ça l'a un petit peu isolé. Fait que c'est une course qui est assez dure en fait pour Damien Seguin. Il prend pas énormément de plaisir, voilà, sur ce Vendée Globe, donc c'est un petit peu compliqué pour lui, voilà, pour Damien Seguin en ce moment, donc voilà, avec MACSF. Et c'est marrant de voir, avec Groupe Apéciel, pardon, pas MACSF, et c'est marrant de voir à la fois Clarisse Kremer, à la fois Damien Seguin. Ce sont 2 concurrents qui sont sur des bateaux qui ont été performants lors du dernier Vendée Globe, qui n'avait pas eu de gros problèmes sur le dernier Vendée Globe. Clarisse Kremer, c'était donc Captivia, le bateau de Charlie Dalin, il n'y avait pas eu de problème majeur sur ce bateau. Groupe Apéciel, en fait, c'est l'ancien Maître Coq 4 de Yannick Bestaven, qui n'avait pas eu non plus de gros soucis techniques, et c'était un bateau qui n'était pas tout jeune en plus, Maître Coq 4, donc c'est un bateau qui avait déjà fait plusieurs courses auparavant, qui n'avait pas eu de grands problèmes techniques, et que tu vois que
bah avec une structure qui est plus petite, peut-être avec moins de moyens, avec une préparation qui a été moins efficace, eh bien c'est des bateaux qui cette année ont des petits soucis. Parce que la préparation a été moins bonne, parce que les structures ont moins de moyens. Donc quand on a moins de moyens, bah, des fois on est obligé d'utiliser des pièces d'occasion. Des fois on a une préparation d'avant-course qui n'est pas forcément optimale. Et il y a des petits pépins techniques qui se rajoutent un petit peu tous les jours. Et Clarisse Kremer comme Damien Seguin, bah, tu vois que même avec un bateau qui a une réputation excellente, parfois tu peux avoir des soucis. On le voit aussi avec Benjamin Ferret, avec mon noyeur. François Gabard n'avait pas eu de problème avec ce bateau-là. Il y a 10 ans, il n'y avait pas eu de gros problèmes non plus pour d'autres concurrents avec ce bateau-là. Mais encore une fois, avec des structures plus petites, eh bien là, tu as des problèmes à répétition de qui du côté de Benjamin Ferret. Depuis qu'il a récupéré ce bateau, mais parce qu'il a une équipe de préparation qui est beaucoup plus réduite, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on voit depuis quelques temps. Voilà, c'est ça, c'était une pensée que je voulais mettre en avant sur ce Vendée Globe. Voilà, allez, on passe à Fabrice Amédéo, c'est le dernier concurrent qui a eu des problèmes. Fabrice Amédéo, que je le retrouve, 35e pour le moment, distancé désormais par Manuel Cousin. Fabrice Amédéo, quelques douleurs thoraciques du côté de Fabrice Amédéo, suite à une chute sur son bateau, une chute légère en hauteur, mais qui a créé des douleurs thoraciques. Il a appelé le médecin de course. Le médecin de course qui considère que ça ne doit pas être trop grave, mais il le disait, Fabrice Amédéo à la colonne de winch, le fait d'avoir des petites douleurs thoraciques quand il faut... quand vous êtes à la colonne de winch, comme vous tournez pas les jambes, les bras, ça veut dire que votre rythme cardiaque est quand même assez élevé à ce moment-là, et si vous ne pouvez pas respirer correctement, c'est sûr que ça nuit un petit peu à la performance. Donc il disait que voilà, il souffrait un petit peu à la colonne de winch, Fabrice Amédéo. C'est peut-être juste une côte fêlée, par exemple, mais ça peut être très douloureux au niveau des côtes. Donc la direction de course, enfin le médecin de course suit tout ça. L'équipe de Fabrice Amédéo suit tout ça également sur son bateau Nexans V-Wiz. Et on verra si la situation évolue dans le mauvais sens dans les heures à venir, mais pour l'instant, encore une fois, ça ne semble pas trop grave pour Fabrice Amédéo. On passe désormais au classement. Du côté du classement, on commence avec Johan Richomme toujours en tête, donc qui a repris un petit peu d'avance par rapport aux dernières heures de course. Si on regarde, il y a 2 jours, donc on était jour 46 à 15h, il y avait 18 000.4. Et vous voyez qu'ensuite Charlie Dalin s'est rapproché. Pourquoi? Il a une meilleure gestion de la fin de cette zone de molle. Ça c'est clair et net. Mais j'avais dit aussi au même moment que Johan Richomme retaperait du vent. Peut-être un petit peu plus fort aussi à un moment avec ce léger décalage vers l'ouest. Et ça a plutôt été efficace, vous voyez, dans le vent fort parce qu'il a pu s'échapper. Il a en fait contourné par le nord Charlie Dalin. Et c'est là où il a repris de l'avance hier. Vous voyez, 35 000, et puis 45 000, et puis 58 000 à 23 h, 88 000 à 3 h du matin. À 7 h, l'écart s'était stabilisé, puis l'écart s'est de nouveau agrandi avec 20 000 d'écart de nouveau. Ce qui fait que sur la journée, Johan Richomme a fait 453 000. C'est pas le concurrent qui a fait le plus de 1000 aujourd'hui, alors que Charlie Dalin n'en a fait que 364. Et on voit que sur les 4 dernières heures, on est à 90 000 d'un côté, 81 000 seulement de l'autre. Donc ça commence à faire quand même des gros décalages entre les deux. De nouveau, 108 000 d'écart pour Charlie Dalin sur Johan Richomme. Si il peut continuer à garder cette avance-là jusqu'au poteau noir, ça pourrait lui donner un petit joker dans le poteau noir en cas de problème. En cas de situation devant un petit peu complexe, en cas d'erreur dans le poteau noir, ça lui donnerait un petit joker. Donc je dirais que ça serait bien d'essayer de le conserver le plus longtemps possible. En sachant qu'on n'est pas encore au poteau noir, parce qu'encore une fois, cette remontée de l'Atlantique est souvent un petit peu interminable, en sachant que dans ce sens-là, normalement, le poteau noir est un petit peu plus facile. Déjà parce qu'on est plutôt plein ouest, et que deuxièmement, c'est souvent l'entrée qui peut être un petit peu difficile. La sortie doit être un petit peu plus facile, normalement, doit être un peu moins bouchée du côté de ce poteau noir. Ça reste de la théorie.
dans la réalité, on peut avoir des mauvaises surprises. Je pense à Armel Lecléa, je pense à Charlie Dalin aussi il y a 4 ans, qui avait eu des poteaux noirs un petit peu corsés. Troisième, Sébastien Simon. Vous voyez que Sébastien Simon est à 707 000, donc il a repris un petit peu de retard par rapport aux concurrents de devant, par rapport à il y a 2 jours. Vous voyez, où il était passé aux alentours de 598 000. Il est remonté à 700 000, donc ça va moins vite que Johan Richomme. Par contre, ça va à peu près à la même vitesse que Charlie Dalin. C'est vraiment Johan Richomme qui arrive à aller un petit peu plus vite. C'est pas le seul qui va plus vite aussi. Il y a Thomas Ruyant dans le groupe des Fous Furieux qui a maintenant 250 000 d'avance sur Jérémy Bayou, Thomas Ruyant, et qui est revenu à 550 000 à peu près de Sébastien Simon. Donc là aussi, c'est très intéressant pour Thomas Ruyant, parce qu'il peut peut-être penser maintenant à une possibilité de revoir le podium. On sait encore une fois que Sébastien Simon, il est dans une situation qui va être compliquée jusqu'à la première dépression, grosso modo, de l'Atlantique Nord, quand il faudra prendre la première dépression dans l'Atlantique Nord. On sait qu'il va être dans une situation qui va être compliquée dans les heures à venir, donc il va pas réussir à aller aussi vite que les bateaux qui ont 2 foils. Et on voit que Thomas Ruyant arrive à en remettre en ce moment, encore une fois, avec du vent un petit peu capricieux. Pourtant, c'est un bateau qui fonctionne d'habitude avec du vent portant. Là, c'est pas vraiment du vent portant qu'il a actuellement, mais ça a l'air de bien fonctionner pour Thomas Ruyant, avec 98 000 quasiment parcourus sur les 4 dernières heures, 534 000 sur les 24 dernières heures. Donc c'est vraiment lui le bateau le plus rapide en ce moment de la flotte. Et il arrive à s'échapper, mais encore une fois, cette avance, c'est quand même n'augmente plus des masses par rapport aux 2 de derrière. Les duettistes, alors eux, ça fait quand même depuis 4 semaines quasiment qu'ils sont ensemble. Nicolas Lunven et Jérémy Bayou, bah vous voyez, hein, des vitesses assez proches, 485 000 pour Jérémy Bayou, Nicolas Lunven 505 000. Et toujours en bagarre pour cette 5e place pour le moment, les deux. Un petit peu plus à l'arrière, Boris Herrmann, lui, est de nouveau un petit peu distancé, seulement 462 000 de parcourus. C'est un petit peu moins que Paul Meillat et c'est un petit peu moins également que Sam Goodchild. Non, c'est un petit peu plus, pardon, que Chad Goodchild, mais là aussi Paul Meillat, Boris Herrmann, dont on parle assez peu au final, Paul Meillat, parce qu'il fait une course solide, mais il n'a jamais été vraiment aux avant-postes, il est toujours dans ce top 10, mais qui pour l'instant fait une course solide avec Biotherm. Et surtout pas de problème technique sur Biotherm pour le moment. On sait que c'est un bateau là aussi qui était fiable sur les dernières années. Donc ça se passe plutôt pas trop mal pour Paul Meillat pour le moment. Et donc Boris Herrmann, c'est peut-être un petit peu la déception quand même de ce top 10. Boris Herrmann avec... Bon, de temps en temps Thomas Ruyant, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un peu mieux dans les mers du Sud. Au final, son bateau n'a pas été beaucoup plus rapide qu'un bateau comme Charal. Donc ça, malgré une réflexion autour de ce bateau, ça n'a pas été beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide. On retrouve ensuite donc Justine Métro et Sam Goodchild avec des bateaux je dirais d'ancienne génération. Ça se passe plutôt pas trop mal pour eux. Bientôt le Cap Horn pour ces 4-là. Et pour Justine Métro, je pense qu'elle est en avance sur les 87 jours du record de Clarisse Kremer, qui date d'il y a 4 ans, du meilleur temps pour une fille sur le Vendée Globe. Yannick Bestaven, donc comme on le disait, pas mal de petits problèmes techniques pour Yannick Bestaven. Donc pour le moment, un petit peu de retard, un retard qui se creuse, 1900 000, oui, ça fait quasiment 200 000 par rapport à Justine Métro, un peu plus de 200 000 par rapport à Justine Métro. Donc voilà, Yannick Bestaven en difficulté en ce moment, et vous voyez les vitesses sur les 4 dernières heures, 70 000 pour Justine Métro, seulement 48 de parcouru par Yannick Bestaven, donc ça va moins vite, voilà, pour le concurrent, l'ancien vainqueur de ce Vendée Globe. Derrière, le retour de El Badjaman Dutreux, en ce moment, qui va plus vite que Clarisse Kremer, ce qui fait que l'écart se réduit, plus que 50 000 d'écart entre les deux, même moins de 50 000 d'écart entre les deux, et 337 000 seulement de parcouru pour Clarisse Kremer, contre 363 pour Benjamin Dutreux.
Samantha Davis, elle, s'étant éloignée énormément de la route idéale, elle a perdu en fait du temps hein, dans l'affaire. Romain Attanasio, lui continue d'avancer, 346 000 15e, et il redistance hein, Damien Seguin. Damien Seguin s'était énormément rapproché à un moment de Romain Attanasio. Voilà, il y a 2 jours, on en avait parlé, et là c'est beaucoup moins le cas. Il a réussi à reprendre un petit peu d'avance. On s'était retrouvé à 80 000 d'écart entre les deux. Et là, vous voyez que Romain Attanasio a pu suivre la dépression plus longtemps. Et entre Romain Attanasio et Damien Seguin, désormais, on a désormais 200 000 quasiment 1000 d'écart. Jean Le Cam, eh bien, à la recherche du Jean Le Cam pour les autres bateaux à dérive droite, parce que là, il s'envole un petit peu Jean Le Cam. 421 000 de parcours, donc c'est vraiment pas mal. 75 000 sur les 4 dernières heures. C'est surtout des vitesses similaires à Isabelle Yoshke, Pédoté ou encore Alan Roura. Et vous voyez que tous ces concurrents-là vont quasiment aussi vite en ce moment que le groupe de Thomas Ruyant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Avec 453 000 pour Giancarlo Pédoté, 467 pour Isabelle Yoshke et 446 pour Alan Roura. Encore une fois, le problème de ces 3 concurrents-là, ça a été leur manque de régularité. C'est des concurrents qui ont réussi à faire des bonnes journées à plus de 450 000. Ils ont réussi à le faire 1 fois, 2 fois. Giancarlo Pédoté a réussi à le faire 3 jours d'affilée, mais pas à la régulière. Ça a été la différence entre ce groupe de 3 et le groupe de tête, et puis aussi un mauvais départ. C'est-à-dire qu'Alan Roura, Pédoté, ils ont été empêtrés dans la zone de molle du côté de la zone qui était avant le poteau noir. Et Isabelle Yoshke, elle paye son mauvais départ, hein, son début de course où elle prend un mauvais départ sur les 2-3 premiers jours. Et on voit qu'ils n'ont jamais réussi véritablement à rattraper leur retard en course. Donc voilà, c'est aussi ce Vendée Globe, autant il y a 4 ans, le Vendée Globe avait permis des retours par l'arrière. À chaque fois, ça revenait par l'arrière. Autant cette année, sur ce Vendée Globe-là, on voit que les erreurs se payent cash, que les problèmes se payent cash. Parce que, encore une fois, ça a été une course d'élimination par l'arrière. À chaque fois, les meilleurs ont eu des conditions de vent qui étaient meilleures que les concurrents de derrière. Et il n'y a quasiment eu jamais de retour, à part Johan Richomme, quand on regarde bien, qui a été un moment distancé à 500 000 et qui a réussi à revenir sur Charlie Dalin et Sébastien Simon. C'est quasiment le seul qui a réussi à revenir de l'arrière. Il n'y a quasiment eu aucun retour de l'arrière sur ce Vendée. Je pense qu'on prend le classement au niveau de l'équateur, des temps de passage au niveau de l'équateur et le classement à l'arrivée, il sera sensiblement le même. Il y aura assez peu de différence. Il y aura Boris Herrmann qui sera revenu un petit peu, mais il y aura 3-4 concurrents, grosso modo, qui ont réussi à gagner des positions. Il y aura un Arnaud Boissière qui aura un petit peu perdu avec Antoine Cornic, mais en gros, il y aura 5-6 concurrents sur les 40, plus les 40 en course, mais qui ont eu des modifications de position. Donc c'est en fait pas si énorme que ça sur ce Vendée Globe. Derrière, toujours la bagarre des bateaux à dérive droite avec Benjamin Ferré qui s'envole un petit peu avec Tanguy Le Turquet et Sébastien Marseille. Les 3 sont à plus de 370 000 sur la journée et sont en train un petit peu de s'échapper par rapport à Louis Duc, parce que vous voyez qu'entre Sébastien Marseille et Louis Duc, vous avez désormais 150 000 d'écart. Louis Duc, Violette d'Orange sont ensemble en ce moment. Et puis on retrouve ensuite derrière une grosse partie de la flotte, notamment Arnaud Boissière, 375 000 de parcouru, ce qui est une bonne journée, comme Eric Bellion, quasiment 380 000. Et puis on retrouve Guirec Soudé, Conrad Coleman, qui va un petit peu moins vite, mais qui avait fait 2 très bonnes journées précédemment. Et puis Kojiro Shirashi, quasiment 400 000 de parcouru pour Kojiro. Belle journée pour le japonais qui n'a plus de problème d'aft. Ça a été un gros souci dans les mers du sud de Kojiro Shirashi, mais ça va vite. Mais vous voyez que devant, on a toujours un petit temps d'avance. Du côté de Jean Le Cam, on arrive toujours à aller un petit peu plus vite du côté de Jean Le Cam. Et puis on retrouve ensuite Oliver R, 350 000 de parcouru, mais qui commence à être isolé. Oliver R, en fait il est isolé aussi depuis très longtemps, c'est un peu comme Damien Seguin. Il est plus rapide que les Amédéo, Emmanuel Cousin ou Antoine Cornic, mais il est plus lent.
on va dire que le gros groupe des bateaux à dérive droite. Malgré tout, je suis quand même impressionné, hein, je me répète, sur Oliver Air, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit encore là le long de la Nouvelle-Zélande, vu comment le projet semblait être fait un petit peu à la dernière minute, donc c'est plutôt pas mal. On retrouve ensuite Antoine Cornic, qui est en difficulté depuis 4-5 jours, hein. Lui aussi, c'est pas une très bonne semaine avec Human Immobilier. Des vitesses qui sont pas fantastiques. Il a rarement fait plus de 225 000 hein, sur les 5-6 derniers jours. On retrouve ensuite Jing Kunshu qui revient fort hein, sur Antoine Cornic. Il n'y a plus que 400 000 d'écart entre les deux, donc une grosse journée de navigation. Et puis on retrouve aussi Manuel Cousin et Fabrice Amedeo. Donc Manuel Cousin qui commence à distancer un petit peu Fabrice Amedeo, mais ça reste pas énorme, hein, seulement 50 000 entre les deux. Et puis Dennis Van Winberg qui continue. Alors que ça commence à être bon, c'est bon même pour Pip Air. Après 10 jours en gréement de fortune, elle a enfin rejoint Melbourne, voilà, en Australie. Donc elle a enfin mis le pied à terre, Pip Air, parce que ça devait commencer à être extrêmement long pour elle. Allez, on retrouve l'étendue de la flotte en ce moment du côté de cette épreuve. Et on va regarder les statistiques sur les 24 dernières heures. Vous voyez, c'est Thomas Ruyant qui a fait le plus de 534 000 de parcourus devant Nicolas Lundven. Jérémy Bayou est troisième, mais ils sont seulement deux à avoir fait plus de 500 000 dans la journée. Et en sachant que Jérémy Bayou, qui est troisième de ce classement, a fait quand même 90 km de moins que Thomas Ruyant. Isabelle Yoshke est quatrième, donc belle journée pour MACSF, devant Paul Meillat, Boris Herman, Johan Richomme donc est septième pour le moment, et donc continue à accumuler des milles par rapport à Charlie Dalin, qui n'est pas dans ce top 10, et Giancarlo Pedoté, 8e devant Alan Roura, et Sam Goodchild, 10e dans ce classement. Pour le moment, Johan Richomme a été en tête 63 fois contre 166 fois contre Charlie Dalin, mais c'est celui qui sera en tête sur la ligne d'arrivée. C'est ça qui compte, c'est pas d'avoir été en tête le plus souvent en course. Vous savez, c'est comme dans les courses de NASCAR ou d'IndyCar aux États-Unis. Vous avez toujours cette statistique du mec qui a fait le plus de tours à l'avant de la course. Oui, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant d'avoir fait le plus de tours à l'avant de la course. L'intérêt, c'est d'être en tête lors du dernier tour, sur le passage de la ligne d'arrivée. C'est ce qu'est en train un petit peu de démontrer en ce moment Johan Richomme. Et puis Dennis Van Winberg, pour le moment, à 13 856 km de retard sur Johan Richomme. Donc l'écart s'est un petit peu agrandi, mais je dirais que ça reste quand même contenu hein, pour Denis Van Winberg par rapport à Johan Richomme. Il se défend bien. Et puis, par rapport au record, eh bien, on est toujours en avance du côté du Johan Richomme, avec 2516 km d'avance, 1358 000, donc 3 jours et demi, encore une fois, de navigation par rapport à Armel Lecléache, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 5469 000 à parcourir pour Johan Richomme, contre 6008 à ce moment-là pour Armel Lecléache. Pas de nouvelles informations. Si, il y a peut-être une interview intéressante à voir. C'est celle de Yannick Bestaven aujourd'hui sur la vidéo du Vendée Globe, sur le Vendée Live, qui donnera peut-être des informations, et en plus sur Loïc Perron. Donc c'est toujours intéressant d'avoir Loïc Perron du côté du Vendée Globe. Et au niveau des temps de passage au Cap Horn, Thomas Ruyant donc, qui est passé avec 4 jours de retard quasiment sur Johan Richomme, et plus de 4 jours de retard pour Jérémy Bayou et Nicolas Lundven, qui sont passés avec 11 heures de retard sur Thomas Ruyant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain, ça c'est sûr, pour faire le débrief d'une nouvelle journée de compétition sur ce Vendée Globe. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.